Bienvenue à tous. Nouvel ouvrage dans la littérature togolaise, Au balcon des dieux. C'est une œuvre signée Toba Tanaman, ancien directeur de l'information et de la communication de la présidence de la République togolaise. Il est notre invité sur ce plateau. Toba Tanaman, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi plutôt qui vous remercie. Au balcon des dieux, vous venez de publier cet ouvrage de 261 pages. Qui sont ces dieux dont vous avez partagé le balcon, Monsieur Tanama? Merci de l'invitation. En fait, de Dieu, nous sommes tous des dieux, en fait, il faut le reconnaître. Et c'est comme des étoiles, c'est comme des constellations, c'est comme des astres. Nous sommes tous des dieux, sauf que chacun a un niveau de position qu'il a. Et ces dieux, comme vous le dites, je peux le dire de façon très triviale. J'en faisais partie également. Nous sommes tous des dieux qui se côtoient. Et sauf que les positions diffèrent. Donc, de la petite place que j'occupais à la direction de l'information et de la communication, j'ai eu à en côtoyer, que ce soit dans ce microcosme présidentiel ou au sein de la population togolaise de façon générale, au sein des autorités ou des personnes peut-être qui exercent de façon directe ou indirecte le pouvoir. Nous sommes tous des dieux et c'est de là que cette grille de lecture a été posée pour servir d'un peu de leçon. Alors, on va quand même aller au-delà des lignes. Le titre de cet ouvrage a peut-être une connotation métaphorique. Alors, que cache-t-il concrètement un environnement hostile dans lequel des gens se prennent pour des dieux? Est-ce que le directeur de l'information et de la communication de la présidence de la République a peut-être travaillé avec des gens qui se prenaient pour des jupitériens? Nullement. L'idée véhiculée dans cet opuscule n'est pas en réalité, même si le titre l'évoque ainsi, n'est pas de faire croire que ceux qui travaillent dans ce genre de milieu, dans ce microcosme, se prennent pour des dieux. C'est nullement l'intention. L'idée qui est véhiculée ici à travers ce titre, c'est vrai, qui est assez poétique et métaphorique, comme vous venez de le dire, est avant tout de démystifier aussi ce que l'on pense de ce qu'on dit en général de la grande maison. Parce qu'il y a cette image mythique qui entoure la présidence, le pouvoir d'État, la gouvernance, nos autorités. Et l'idée de parler du balcon des dieux, c'est de dire, écoutez, si nous sommes tous des dieux et qu'on se côtoie même à ce niveau, c'est parce qu'on peut les fréquenter, on peut les voir travailler, on peut vivre avec eux et partager leur quotidien en réalité. Alors, vous le dites à la page 17, votre poste de directeur de l'information et de la communication vous a permis de sentir et de lire différent le jeu politique. Alors, j'ai envie de vous poser cette question. Sous quel prisme appréhendiez-vous les choses en étant dans l'entourage immédiat de Faure Gnassingbé? C'est une question assez intéressante et en même temps difficile à laquelle je vais devoir m'exercer à répondre. Quand on arrive dans un milieu pareil, c'est d'abord un honneur. Ça flatte votre ego parce que vous êtes appelé à côtoyer au quotidien le premier citoyen du pays. Et quand vous le côtoyez, naturellement, vous côtoyez tout le Gotha politique, vous observez, vous regardez tout ce qui y passe, que ce soit les ministres, que ce soit même des opposants politiques qui passent pour des audiences, vous côtoyez les partenaires techniques et financiers, vous êtes au cœur un peu de tout ce qui est relatif au projet d'investissement. Vous savez globalement comment se déroule un plan gouvernemental, un plan d'action. Vous travaillez tous les jours avec les ministres, vous suggérez, vous donnez vos options en termes de communication. Et il vous est demandé souvent aussi de faire des critiques, parce que si vous faites des recommandations parce que tel n'a pas bien fait son travail ou bien n'a pas bien communiqué, vous êtes sur le chemin de la critique et ce n'est pas vraiment aisé du tout pour un directeur de la communication. Alors, du haut du balcon des dieux, j'ai pu m'apercevoir de la distance qu'il y a entre tant de préjugés qui font
loi dans la rue et la vérité. C'est vous qui le dites. Alors, comment décrivez-vous ces préjugés? Je l'ai dit tout à l'heure dans la réponse précédente, c'est toute la perception qu'on a de la grande maison. Je vous donne un exemple précis. Moi, quand des journalistes ou des personnes m'appelaient pour me rencontrer, j'ai dit, écoutez, venez à la présidence. Tout de suite, la réaction était, ah bon, je peux venir là-bas? Parce qu'on se dit que c'est un lieu inaccessible. Mais c'est avant tout un lieu de travail. Le chef de l'État y va pour travailler. Nous y allons, nous, ses collaborateurs, pour travailler. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, lors de la dédicace, je ne sais pas si vous étiez là, mais vous avez dû entendre un éminent écrivain dramaturge togolais qui caricaturait un peu, il disait, si tu avais fait des déballages dans ce livre, ce serait enfreindre à un code d'honneur. Les gens s'attendent à ce qu'on dise que à la présidence on boit le sang des gens, ou on mange de la chair humaine, et que il y a un tyran à la tête quelque part. Mais il n'en est rien en réalité. C'est, comme je l'ai dit, c'est pour démystifier en réalité cette perception que nous avons, pour dire tout simplement que vous avez des personnes normales qui y travaille, un chef d'État qui vient au boulot le matin et qui déroule son programme d'activité, qui reçoit, etc. Et ses collaborateurs reçoit en audience toute la journée. Et on a affaire à de l'humain, à de la personnalité humaine, tout naturellement, comme toute personne qui peut aller travailler. Alors, sur ce balcon, quels furent vos défis dans cette mission aux côtés d'un homme discret, peu disert, puisque c'est comme ça vous décrivez le chef de l'État, Faure Gnassingbé? C'est pas moi qui le dis, il est, ça se voit tout naturellement pour tout bon Togolais, et toute personne qui l'observe de l'extérieur, c'est une personne très très discrète. Mais sa discrétion ne veut pas dire qu'il n'est pas disert sur un certain nombre de faits. Il est éloquent, il se prononce sur des questions clés parce qu'il a juste choisi de faire parler de lui à travers les actions. C'est ce que moi j'ai compris quand je suis arrivé là-bas. Il faut reconnaître que c'est un produit difficile si je dois parler en termes de communicants et de publicitaires, c'est un produit difficile à manager et à vendre, parce que quand un chef d'État ne parle pas beaucoup, ne parle pas souvent, il y a cette difficulté à se mettre un peu à sa place, parfois pour traduire dans les faits et dans des codes communicationnels auprès du public, auprès de la cible qu'on veut toucher, des faits que forcément, vous n'êtes pas sûr que ça lui plairait. Et ça, c'est la difficulté du travail. Et en tant que directeur de la communication à l'ère du digital, heureusement d'ailleurs, parce que grâce aux canaux digitaux comme Twitter, Facebook, LinkedIn, on a plus de facilité à faire prendre la parole au chef de l'État, là où il ne prendrait pas la parole de façon classique sur les médias, à la radio, à la télévision. Alors, Monsieur Tanama, dans la deuxième partie de votre ouvrage que vous baptisez au nom du Fils par le Père, vous revenez sur l'accession de Faure Gnassingbé au pouvoir à la suite du décès du président Eyadema. Et vous dites que ce n'était pas une continuité ni une rupture non plus. Alors, qu'est-ce qui caractérise la gouvernance de celui dont vous avez assuré quelques années durant la communication? Le président Faure Gnassingbé fait face à deux contingences. Une contingence pas facile du tout. La première contingence, c'est l'héritage et le passif dont il hérite, à la fois de son patronyme, de son père, on peut le dire aussi de façon triviale, du système. Et la deuxième contingence qui découle de la première, c'est le peuple qu'il doit satisfaire. Il doit travailler à répondre aux besoins, aux sollicitations de son peuple. Mais il fait face entre ces deux contingences à quelque chose de très difficile. Il doit s'assumer, il doit s'auto-engendrer, je le dis quelque part dans le livre. Consciemment ou inconsciemment, il doit travailler tout le temps qu'il sera à la tête du Togo, à s'auto-engendrer, à s'auto-confirmer, non pas pour renier
son patronyme, non pas pour renier son passif ou sa filiation, mais en réalité, travailler à ce qu'on ne sente pas forcément que c'est une continuité, ni une rupture. C'est là où l'exercice est assez difficile. Il doit travailler à satisfaire sans se préoccuper de savoir est-ce que je fais comme mon père, est-ce que je suis mon père ou est-ce que je suis moi-même. Il ne doit pas s'interroger là-dessus et c'est un exercice assez difficile pour lui. Alors, vous savez que la scène politique a pendant longtemps été, et même l'est jusqu'aujourd'hui, dominée par des débats autour de l'alternance. Et vous dites dans votre ouvrage, l'alternance ne sera une vraie alternative que le jour où on aura intégré certains paramètres idéologiques à notre perception du pouvoir d'État et de la gouvernance. Alors, quels sont ces paramètres dont vous parlez ? Ces paramètres sont nombreux, mais je vais essayer d'en citer quelques-uns. Déjà, j'insiste sur la différence entre ce que j'appelle l'alternance et l'alternative. C'est tout simple parce que nous avons connu beaucoup de pays qui ont connu des alternances, mais ce n'est pas forcément que ça marche, malheureusement. Alors, si l'alternance ne marche pas forcément, c'est que quelque part, il y a des éléments qu'on ne prend pas en compte. Et c'est là où j'en viens aux différents paramètres qui sont des valeurs que nous devons acquérir, que nous devons défendre. Des valeurs éminemment morales. J'entendais souvent un éminent politique, personne nommé Agboibo, qui parlait de déverrouillage des institutions. En réalité, de déverrouillage des institutions, les institutions, ce n'est pas comme des murs et des portes physiques qu'on va déverrouiller. En fait, c'est une question de mental. C'est la mentalité que nous devons déverrouiller. Si la personne n'a pas été éduquée dans la droiture, dans la justice, dans l'honnêteté, l'alternance simple ne suffira pas à combattre la corruption, l'injustice, la violation des droits de l'homme. Il faut être sûr que nous avons véhiculé suffisamment et que nos compatriotes qui sont appelés demain à exercer le pouvoir d'État à quelque niveau que ce soit, soient pénétrés et complètement éduqués aux questions, aux valeurs morales, de justice, d'honnêteté et d'intelligence pour espérer qu'une alternance soit réellement une alternative. Alors, vous vous posez une question dans votre livre et je vous la retourne. La politique est-elle vraiment, dans notre contexte, le service du peuple ? On devrait tendre à cela. On devrait tendre à ça. Je n'ai pas de réponse particulière. On doit peut-être observer le landerneau politique, observer nos gouvernants, nos autorités pour avoir une réponse. Mais j'estime que nous devons tendre à cela. Si la politique n'est pas au service, la politique et le politique ne sont pas au service du peuple, on aurait raté une très très belle occasion de faire émerger nos jeunes nations et répondre aux besoins de nos populations. L'un des vastes chantiers ouverts par Faure Gnassingbé, c'est la réconciliation nationale. Est-ce qu'un pari gagné aujourd'hui dans ce contexte où vous dites le Togolais a été victime d'une entrée douloureuse dans son histoire? Oui, nous avons connu une société beaucoup plus clivée. Il faut le reconnaître à son corps défendant et avoir le courage de le dire. La société togolaise a été pendant longtemps une société très très clivée. Nous en sommes encore à parler de quartiers proches de l'opposition, de quartiers proches du pouvoir. Nous en sommes encore à parler un peu, à évoquer quelques concepts comme l'ethnie, la région, etc. Mais il y a un gros travail qui a été fait. Il y a différents mécanismes qui ont été mis en place depuis la Commission Vérité, Justice et Conciliation, le HCON aujourd'hui avec toute la politique d'indemnisation. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour espérer faire face un jour à un Togo totalement réconcilié, même s'il peut y avoir encore quelques écueils. C'est un gros chantier qu'on ne doit pas abandonner parce que en termes de politique et de réconciliation, on n'est jamais à l'abri. Il y a toujours le danger qui nous guette pour semer des graines de division dans notre vivre ensemble. Alors, votre ouvrage est en fait aussi un message que vous lancez à l'endroit de cette classe politique. Quelle en est la quintessence? C'est d'abord de faire tomber les œillères.
les œillets ou les œillères, c'est très important parce que nous sommes un peu prisonniers de beaucoup de préjugés. Beaucoup de préjugés. Moi, si vous lisez bien le livre, vous allez voir, beaucoup m'en font un peu le procès, mais je l'accepte volontiers parce que c'est le but de l'exercice, c'est de créer le débat et la discussion, où je parle beaucoup de Gnassingbé Eyadema, paix à son âme. Ce n'est pas du tout un pied de nez, mais j'ai estimé à un moment donné qu'une bonne compréhension de ce que nous sommes aujourd'hui en tant que société togolaise, on devait se plonger davantage dans la gouvernance des 30 dernières années. Je parle bien de la gouvernance de Gnassingbé Eyadema. Et se faire une autre idée et d'accepter un certain nombre de paramètres qui nous permettront réellement d'avancer. Autrement, si nous restons prisonniers de ces préjugés, de ces clichés, je crois qu'il y a des choses que nous ne ferons jamais. Nous ne tendrons jamais la main, nous ne nous accepterons jamais parce que nous continuerons de dire que tant qu'il y a eu ceci, je ne peux pas faire telle autre chose. J'ai une dernière question pour vous. Vous aviez eu le privilège de murmurer dans l'oreille du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Quel type de conseiller avez-vous le sentiment d'avoir été? Un conseiller bien écouté, mal écouté? Dire que j'ai murmuré aux oreilles du chef de l'État, ce serait un peu prétentieux. J'ai apporté quelques éléments de mes compétences professionnelles. Je suis journaliste de formation, avec un passage en philosophie et mercaticien avec le marketing et la communication. J'ai apporté le peu que j'ai engrangé dans le privé en tant que patron d'agence conseil en communication et journaliste à l'édification d'une communication beaucoup plus fluide et moderne à la présidence, à la tête d'une équipe très compétente, qui y est toujours d'ailleurs, qui n'est pas parti, qui n'est pas tombé du balcon comme moi. Est-ce que j'ai été un bon conseiller? Je crois que c'est au chef de l'État d'y répondre. Mais je pense que nous avons apporté le maximum pour moderniser et mettre en place et surtout optimiser les canaux digitaux que nous avons mis en place. Au balcon des dieux, ouvrage signé Toba Tanaman, ancien directeur de l'information et de la communication de la présidence de la République togolaise. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.